Comment vous allez? On est trois ce matin, donc trois, une vieille tête, deux nouvelles têtes. Ben, en fait, Ouais, moyenne nouvelles bonjour. têtes parce qu'ils sont déjà venus. C'est l'édition 100% pas de français. Exactement, Bruno, t'as tout compris. Hein? C'est 100% pas de français aujourd'hui. J'espère qu'il va y en avoir Ben dans la oui. salle, dans la room, parce qu'on ne veut pas parler seul non plus. Alors ce matin, ben, je vous laisse vous présenter. On est avec Bruno et Thierry. Vas-y, Bruno, c'est toi qui es juste à côté de moi aujourd'hui ce matin. À quelques kilomètres de chez toi, Ouais, Bruno Guglielminetti, podcasteur, j'allais dire professionnel. ben oui. Euh, je produis Mon Carnet et qui couvre qu'un magazine d'actualité numérique hebdomadaire. Et aussi, je suis un fan de Benoît. D'habitude, j'écoute l'émission. Et je suis un fan de Thierry parce que j'écoute son émission sur Wiscop le lundi. Alors, ça définit un peu ma vie. C'est ça. On est, ben c'est ça, pas de français à l'animation, mais il y en a dans la room. Donc Thierry, vas-y, je te laisse te présenter toi Bonjour, aussi. bonjour Benoît, bonjour Bruno. Alors on est en direct de Suisse parce qu'il est midi et puis en direct de Montréal parce qu'il est 6 heures. J'ai toujours beaucoup d'admiration pour toi Benoît qui te lève chaque fois. Ben, Bruno est là Et, aussi, la même heure. voilà, Bruno, lui c'est par la force des choses parce qu'il a un métier difficile qui est de tout le temps être à l'affût de la veille. Puis pour parler très brièvement, voilà, je suis très très heureux de pouvoir rejoindre l'équipe de 100% Live, puisque d'habitude, moi, c'est lundi soir sur Wiscop, sur ce même canal, à 20h. Lundi après-midi au Québec. Ouais, c'est Voilà, ça exactement. exactement. C'est une heure pratique pour pas mal de monde, surtout ici. Et puis, en direct de Suisse, c'est l'occasion de parler de ce qui m'anime ici, qui est la technologie, le marketing numérique, et puis l'actu du web, parce qu'effectivement, il arrête pas de nous étonner. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui une grosse émission, je crois, au niveau des thèmes qu'on a sous le coude. Ouais. Je salue Christian qui est dans Bellalac qui est dans la salle. Il y a Mamounette évidemment qui est là aussi. Donc on a les habitués qui arrivent doucement. Pas mal de trucs hein, ce matin. Il y a, évidemment, on va parler de l'incendie qui a eu lieu à la cathédrale Notre-Dame de Paris. On parle aussi, évidemment, on peut pas ne pas oublier Facebook. Hein. Chaque semaine, il y a des trucs avec Facebook qui se passent. Donc, on a deux ou trois petits trucs intéressants avec Facebook. Il y a, ça j'ai bien hâte que Bruno nous en parle aussi. C'est un truc qui se nomme Semaine de la paix. Donc, on va vous parler en quoi consiste la semaine de la paix. C'est une surprise, restez avec nous. Il y a YouTube Premium. On va parler de YouTube Premium qui tente de relancer, en fait c'est YouTube qui tente de relancer les chats, les super chats Premium en donnant quelques petits cadeaux. Lorsqu'on va parler de Facebook, on va aussi parler d'Instagram. Il y a eu quelques soucis avec Instagram, puis ça, on va revenir là-dessus, c'est assez important. C'est à peu près ça. Donc, on va meubler avec d'autres petits trucs. Alors, tout de suite, la cathédrale de Paris, j'imagine, si vous étiez à l'écoute de n'importe quel bulletin de nouvelles ou du web cette semaine, vous avez certainement aperçu l'incident dramatique à la cathédrale. En fait, c'est un type qui se nomme, j'oublie son nom, Mathieu Berthelot, qui est à France 24. Il s'occupe en fait, de tous les médias sociaux à France 24, qui passait, comme beaucoup de gens qui étaient là, par hasard, près de la cathédrale. Et il a filmé en live sur Twitter l'incendie de la cathédrale. Et il a fait 360 000 personnes vues sur sa vidéo. Bruno, tu en parlais un peu au début, c'est lorsqu'on a des catastrophes, un peu comme celle-là, il y a toujours beaucoup de vues. Hein, il y a toujours beaucoup de monde qui s'intéresse à ce qui est, en fait, à la catastrophe, là. Oui, c'est le propre de l'humain hein, d'être curieux et de vouloir voir les choses. Puis un réseau social comme Twitter est particulièrement populaire dans ce contexte-là. Moi, c'est mon réseau de prédilection. Et comme j'ai un lourd passé de journaliste, de producteur, de réalisateur à Radio-Canada, évidemment, quand il y a ce type d'événement-là, je me mets rapidement, c'est dans mon cerveau, c'est reptilien.
je me remets en position de journaliste et je me mets à chercher, comme je faisais dans le temps, les sources officielles pour relayer l'information. Moi, évidemment, donc je suis ça sur les réseaux sociaux, mais je partage cette information-là. Et chaque fois qu'il y a des catastrophes comme ça, je pense au tsunami au Japon, mais je pense aussi le tremblement de terre en Haïti, des gros cas comme ça, ou au Bataclan, il y a quelques années en France. Chaque fois sur Twitter particulièrement, les gens vont chercher de l'information-là, les gens vont partager de l'information. Évidemment, malheureusement, il y a aussi des fausses nouvelles qui circulent, mais pour les gens qui produisent du contenu, c'est fou le nombre d'abonnés aussi qu'on va chercher. Évidemment, c'est pas une campagne de recrutement qu'on fait, on ne le fait pas pour ça, mais je regarde, moi, j'ai suivi pas mal de près l'incendie de Notre-Dame, et je pense qu'en 24 heures, j'ai peut-être allé chercher 500 nouveaux abonnés, particulièrement des Français, mais aussi un peu d'Espagnols. Je ne sais pas pourquoi ils étaient tombés sur mon compte, parce que j'écrivais uniquement en français, mais c'est ça. Alors, de relayer l'information officielle, à un moment donné, quand les gens voient que le compte fait ça de façon, en guillemets, professionnelle, ils vont chercher. Alors, tu deviens un média en tant que tel. Puis, pour l'anecdote, c'était amusant, parce que le lendemain de l'incendie, j'ai un journaliste du TG2, le téléjournal italien, mais le correspondant à Paris, qui voulait me faire en entrevue, parce que probablement qu'il pensait que j'étais à Paris. Et puis, j'ai dit non, je suis à Montréal, je regarde ça de l'extérieur. Alors, pauvre homme, il a fallu que je cherche un autre sujet. mais c'est ça, c'est pour vous dire qu'une histoire locale devient, puis encore plus, la cathédrale de Notre-Dame, là, c'est un symbole presque international de Paris, mais une histoire locale comme ça a des échos même médiatiques à l'extérieur. Il faut dire que c'est une histoire locale qui a une portée effectivement internationale. Donc, ouais, tout à fait. Il y a un tweet, pas un tweet, mais un message de Jean-François, salut Jean-François, qui nous dit Québec 2, Suisse 1 et France 0. Donc, c'est un match à 3 qu'on fait. Oui, voilà. Donc, je trouve très, très bonne. C'est parce que la France se repose ce matin. Oui, c'est ça. La France est en vacances ce matin. Elle a un long week-end, effectivement, à suivre. Mais Bruno, tu me dis si j'ai tout faux, mais le point commun de tous ces événements que tu as cités, c'est que de plus en plus, maintenant, c'est une réalité. On tombe sur l'information principalement grâce ou à cause des réseaux sociaux. On n'est plus sur breaking news, la télé, la radio qui nous balance ça. C'est pour la petite histoire, pour Notre-Dame, moi, c'est à travers les réseaux sociaux. Fukushima, c'était à travers les réseaux sociaux. La plupart des événements que tu as cités, ce n'était pas les news traditionnelles, même si on a un poste de radio qui tourne ou la télé qui est allumée. Donc ça, c'est aussi... il y a aussi un signal fort, j'ai l'impression. Tu as raison, Thierry. Puis d'ailleurs, quand tu regardes les couvertures télé maintenant, en tout cas les chaînes d'information en continu, c'est souvent des vidéos qu'ils prennent sur les réseaux sociaux, qui vont diffuser, qui vont balancer en attendant que leur équipe arrive. À certains moments, ils vont prendre des images d'autres chaînes, mais c'est beaucoup, l'approvisionnement se fait beaucoup sur les réseaux sociaux, particulièrement quand on est dans la catastrophe, dans l'actualité immédiate. Twitter, et je trouve ça intéressant. Ce qui a obligé d'ailleurs les médias à se redéfinir par rapport à la couverture d'une telle situation où ils essaient de tomber plus dans l'analyse plutôt que de rapporter les faits, parce que, comme tu le disais, les faits, on les retrouve déjà sur Twitter, par exemple. Donc, ils doivent, eux, avoir un autre mandat et une autre tâche. Ouais, exact. Je voudrais juste un truc que j'ai oublié de mentionner, évidemment, ceux qui sont présents dans la room, vous pouvez partager en appuyant sur le petit bonhomme en bas. En fait, c'est pas le petit bonhomme, c'est à côté du petit bonhomme. On a 3 petits points à côté du petit bonhomme. Et vous partagez sur Twitter ou sur, évidemment, Facebook. Ou évidemment sur Facebook, Twitter et Periscope. Donc, vous pouvez partager aussi, évidemment. C'est le matin, donc...
Donc voilà, alors, ouais, c'est ça. Donc un truc assez intéressant, que c'est au niveau portée sociale, j'entends, pas intéressant au niveau, au niveau de ce qui a été vécu, mais au niveau portée sociale, tout ce qui s'est passé à Paris cette semaine. Je dois dire que depuis 2 ou 3 ans, c'est pas, il y a des moments tragiques et difficiles qui se vivent à Paris, et ça en fait partie. Et bon, C'est où, Benoît, quand tu as appris pour Notre-Dame? j'étais à mon bureau et je travaillais sur le compte de mes clients, donc j'étais chez moi. Et ce que j'ai fait, alors ce que je fais dans ce temps-là, j'avais pas le temps de faire une veille, ce que j'aurais aimé faire, mais évidemment, j'ai un VPN et je me suis branché sur le VPN français et par la suite, je me suis branché sur Plus, donc France Télé, pour pouvoir suivre ça en direct. Mais oui, ça c'est le genre de moment un peu comme j'imagine le 11 septembre, c'est le genre de moment où tout le monde va se souvenir où il était, même si on n'était pas sur place finalement. Donc c'est vraiment un moment marquant dans la vie. Hein. Et moi, la première fois que je suis allé là, en fait, j'avais 10 ans. Et je suis allé là avec mes parents il y a très longtemps. Donc je suis allé à plusieurs reprises, donc je connaissais. Et j'ai vu un tweet de Damien Douanier cette semaine qui mentionnait qu'il était passé je ne sais pas combien de fois devant la cathédrale, mais qui n'est jamais entré à l'intérieur. Alors qu'il habite tout près, donc c'est... Ouais. Je l'ai vu passer, effectivement, c'était un petit peu poignant parce que tu te dis, voilà, c'est tellement à côté de soi, c'est tellement accessible que tout compte fait. Ouais, c'est ça, on connaît pas, on fait pas le touriste dans notre propre ville, hein. Donc, il y a Jean-François qui me demande qu'est-ce qu'un VPN français. Alors, en fait, c'est pas un VPN français, c'est un VPN sur lequel je me branche à un ordinateur français pour simuler ma présence en France et ainsi pouvoir capter des contenus qui sont à restriction géolocalisée, donc par exemple France Télévisions. Et je dois l'avouer, je suis coupable du même crime. Et c'est pas que français. Pas ce souci, je suis très proche de la frontière. Ouais, mais si tu veux te brancher sur du contenu anglais ou américain, oui, c'est toujours pratique. Mais alors, je voudrais pas utiliser le terme amusant, mais c'est étrange que tu cites le 11 septembre parce que c'est un des événements, c'est tout le contraire. J'étais en train de travailler sur Internet. Je crois que j'étais en train de dialoguer sur un forum, je ne sais plus pour quelle raison, mais j'étais en contact avec plusieurs personnes. Et j'avais le poste de télé allumé dans mon bureau. Et c'est les chaînes suisses qui ont tout d'un coup fait le breaking news, balancé des images filmées de très loin. On voyait les tours, on voyait la fumée. Et je me suis retrouvé à donner plus d'infos que les Américains avec qui j'étais en contact, qui étaient sur place. Ouais. C'était vraiment étrange parce qu'en fait, je ne sais pas comment a fait la RTS, la radio-télévision suisse, mais à l'époque, ils ont mis la main sur des images, sur quasiment du live, sur des témoignages, sur des informations. Un travail incroyable, vraiment la couverture, je ne sais pas si ça existe dans les archives maintenant, mais la couverture était vraiment bluffante parce que on a vécu le deuxième avion quasiment en live sur les chaînes. Oui, tout à fait. Et je me retrouvais à partager cette information en ligne avec des correspondants sur un chat lors d'un clavardage, voilà. Et bien du coup, c'était un peu un peu stressant comme situation de se dire non mais je suis en Suisse, moi je suis pas du tout sur le même continent que toi, et c'est quand même fou que toi avec le CNN ou le Fox ou je sais pas quelle chaîne nationale, tu n'as pas plus d'infos que la chaîne nationale ici en Suisse. Ça c'est étrange, quoi. C'est un drôle de souvenir. Il y a Christian qui nous dit, en parlant de Damien qui n'a jamais visité la cathédrale, puis Christian qui nous dit, c'est le cas de la majorité d'entre nous, on habite à côté, donc on a le temps. Effectivement, on a le temps, mais on prend jamais le temps. Donc voilà, on pense que c'est éternel, mais finalement, mais ça va revenir, mais ce ne sera pas exactement la même chose. Donc voilà pour ce qui est de Notre-Dame et la couverture de Notre-Dame et le parallèle avec... je pense qu'il y en avait un d'ailleurs, de toute façon, même si c'est pas le même type d'événement, parallèle entre... C'est un événement marquant, donc comme un tremblement de terre ou ce type d'événement-là.
On va parler, si tu veux bien, Bruno, de la Semaine de la paix. Quel beau titre. Hein? C'est ton invention. Parce que je trouve ça vraiment génial. C'est que ça donne espoir cette semaine. Alors, je suis un peu sarcastique, mais quand même. C'est de voir deux situations qui se sont résolues. J'aurais vu ça à l'époque de Noël. Tu sais, c'est le message de la paix qui est envoyé avec l'espoir en se disant la prochaine année sera merveilleuse. Mais là, bon, c'est tombé comme ça. Il y a 4 grands groupes qui ont fait la paix. Je parle entre autres de Apple et de Qualcomm. Apple, qui est la compagnie qu'on connaît, qui est fabricant notamment des téléphones, iPhone et des appareils iPad. Et puis, il y a Qualcomm, qui est un fabricant notamment de puces et particulièrement de puces 5G. Alors, ces petites puces qu'on a besoin, des modems, si vous voulez, qu'on a besoin aussi dans un téléphone pour être capable de communiquer, de les faire fonctionner. Sinon, essentiellement, ce sont des ordinateurs, mais qui ne peuvent pas communiquer vers l'extérieur, à part par Internet. Mais donc, l'idée là-dedans, c'est que Qualcomm et Apple, depuis 2 ans, était, il y a une expression qui m'échappe, là, mais qui était vraiment à couteau tiré en cours, et c'était à qui allait vraiment défaire le visage de l'autre. C'était vraiment pas beau comme poursuite. Ça faisait 2 ans. Et puis là, miraculeusement, alors qu'ils devaient même, je pense à Tim Apple ou Tim Cook, devaient aller être témoins dans justement ces poursuites-là qui se font, devaient être en cours très bientôt. C'est comme si à la veille, ça s'est réglé. Et tant mieux. Et donc, ça veut dire que maintenant, et dans les faits, en réglant ce différend-là hors cours, ils ont économisé énormément d'argent, mais plus important encore, c'est qu'ils sont arrivés à s'entendre, parce qu'Apple a un problème à l'heure actuelle, c'est qu'il ne trouvait pas de fournisseur pour sa fameuse puce 5G. Ouais, c'était censé être Intel, mais il y avait beaucoup de soucis chez Intel à réaliser cette puce-là. Ben oui, à un point tel que même Intel a annoncé officiellement cette semaine qu'il se retirait de la puce 5G. Et donc là, le seul fournisseur potentiel, parce que c'est pas Samsung qui aurait fourni ça, ils ont un intérêt à garder les puces chez eux. Alors le seul joueur qui voulait vendre à Apple, c'était Huawei. Mais comme Huawei est boycotté aux États-Unis, je pense qu'Apple sera un peu tiré dans le pied. Alors, ils se sont dit, je pense qu'il y a des égos qui vont devoir être mis dans le placard. Et c'est ce qui est arrivé. Et il y a eu donc une entente et on a pris les deux belligérants ont pris leur... écoutez, c'est des traîneaux, des brouettes de documents de poursuite et c'est du travail de pendant 2 ans. Ils ont foutu ça dans le placard. Je suis sûr qu'ils n'ont pas jeté. Non. Mais ils ont mis ça dans le placard et pour 5 ou 6 Ouais, c'est 6 ans plus des 2 années de prolongation éventuelle. C'est ça. Alors, ils font la paix. Et donc, Apple va pouvoir avoir les puces de Qualcomm. Mais quand même, hein, je ne voudrais pas me tromper dans les chiffres, mais je pense que ça a coûté quelque chose comme 5 ou 6 milliards à Apple, cette entente-là. Oui, ce qui n'est pas grand-chose si on regarde le trésor de guerre qu'ils possèdent, par contre. Mais quand même. Mais en fait, c'est des dus qui datent de plusieurs années, j'imagine. Oui, mais quand même. Hein? Ouais. Quand même, oui, quand même. Alors, c'est un beau geste de voir qu'on fait la paix au cours de 5-6 milliards. Mais ils avaient, en fait, jusqu'à quelques heures avant la signature, ils étaient encore en cours et les avocats d'Apple faisaient un drôle de parallèle en disant, ce que demande Qualcomm, c'est un peu comme si on allait au poulet frit Kentucky. Alors, pour les Français, poulet frit Kentucky, c'est le Kentucky Fried Chicken. Oui, PFK. Alors, donc, c'est KFP en France, par exemple. Oui, t'as raison. Alors, donc, quelques heures avant, les avocats d'Apple faisaient le parallèle en disant, c'est un peu comme si on allait chercher du poulet frit, mais qu'on avait besoin d'une licence pour pouvoir manger le poulet frit Kentucky. Donc, drôle de parallèle.
Ce sont des drôles de causes, d'ailleurs, hein, des causes qui sont hors normes. Hein, donc, il y a la rumeur qui veut que c'est à San Diego hein, que ça a eu lieu, ce procès. Ouais. Et Apple a ouvert, pas très loin de chez Qualcomm, un centre de recherche pour bâtir ses propres puces. Donc, d'ici probablement 6 ou 7 ans, entre 5 et 7 ans, disons, Apple devrait avoir ses propres puces 5G, ce qui serait logique parce que de toute façon, ils ont déjà leur propre puce au niveau, le cœur même du iPhone. J'ai cru que tu allais dire qu'ils avaient ouvert un KFC à côté. Ouais, peut-être, hein, qui sait. Mais pendant que tu parles de la fabrication des iPhones, il y a aussi cette semaine Foxconn qui confirmait qu'il fermait son usine en Chine. Là, je pensais aux centaines de milliers d'employés qui perdent leur boulot et qui s'en vont s'établir en Inde pour fabriquer leur iPhone. Ça, ça a une énorme répercussion. Là, c'est carrément une société qui va disparaître avec leur départ. Il y a, dans la chambre de commentaires, il y a Guillaume qui dit la 5G aura peut-être un peu de retard sur les iPhones. C'était planifié pour 2020. Hein? Alors, j'imagine qu'ils ont le temps de se retourner. Mais donc... Pardon? Justement, par rapport à ça, on parle de retard, mais on parle d'avènement des émetteurs. Est-ce que vous avez le même phénomène chez vous, sur votre continent, sur tout d'un coup l'empressement des opérateurs à mettre la 5G et contre ça, plein d'oppositions, des gens qui sont contre la 5G pour des raisons de santé, pour des raisons de coût, est-ce que vous voyez aussi venir du côté des utilisateurs un frein contre la 5G. C'est un phénomène qui est de plus en plus fort ici en Suisse. L'opérateur national, Swisscom, a dit très fièrement, ça y est, on a déjà 3 villes équipées. Et puis dans les 3 villes ou 3 régions équipées, il y a le Jura qui a dit non, on revient en arrière. On veut pas de 5G, on veut pas de ces émetteurs-là chez nous. Non, mais c'est parce que c'est trop vite pour la Suisse. Ouais. Mais il n'y a pas ce débat ici. Puis déjà, la 4G est très chère ici. Si on compare à l'Europe, là, c'est beaucoup plus cher. En France, vous avez de la 4G qui est presque en illimité sur vos téléphones mobiles. On n'a pas ce type de forfait-là. Il n'y a pas vraiment le débat au niveau... En tout cas, je ne l'ai pas perçu. Je ne sais pas si toi, tu l'as perçu, Bruno, au niveau de la santé, quoi que ce soit. Puis on voit... Moi, personnellement, je vois ça encore très loin. Là. Même en 2020, ce ne sera pas tout le territoire américain canadien surtout qui sera couvert. Là, on commence à parler de tout ça. Là. Donc, il y a AT&T qui a fait une bonne blague. J'ai un de mes amis qui habite New York qui m'a envoyé une saisie d'écran parce que AT&T, maintenant, sur les iPhones, ou quel que soit l'appareil, c'est plus LTE, donc la 4G qui est indiquée, c'est plutôt 5G, alors que c'est pas du tout 5G parce que le téléphone n'est pas 5G. L'appareil fonctionne même pas. Non. et le réseau est déployé, je pense, sur un pâté de maison. Donc, c'est pas du tout. En fait, c'est un stunt publicitaire, non, mais il n'y a rien. C'est bon. Mais de toute façon, c'est pas leur concurrent, c'est Verizon qui, eux, sont en déployer tranquillement pas vite. Je pense qu'ils commencent par Chicago, là. Probablement un coup de chapeau à M. Obama qui va avoir sa grande librairie là, mais qui commence à déployer le service là. Mais chez nous, à l'heure actuelle, je sais qu'il y a un émetteur, une antenne test à Montréal, à Toronto, je pense à Ottawa aussi, peut-être à Vancouver, mais sinon, il n'y a pas... on est loin, hein? Oui, 2020, tout à fait, là, je absolument. Pense pas qu'on va avoir quelque chose ici. Qu'est-ce que j'entendais? C'est dans le podcast j'oublie son nom, le Français qui vit dans un pays nordique... RDV Tech, le rendez-vous tech. Ouais, le rendez-vous tech. Il y avait un de ses invités qui mentionnait la 4G. Ouais, lorsque c'est arrivé, il y avait un téléphone 4G, mais c'était pas nulle part. Puis il est arrivé à un resto à un moment donné où il y avait justement un pâté de maison couvert. Il s'est dit, oh, la 4G. Mais c'était un peu comme ça pour la 5G. Donc, c'est les paroles de Cédric Ingrand. Oui, Cédric Ingrand, c'est ça, exactement. Ouais, il disait, voilà, au tout début, tu es tout seul sur le réseau. Donc, effectivement, il y a du monstre débit. Mais après, quand il y aura du monde, est-ce que la promesse du réseau tiendra la route? Exactement. Non, puis le challenge avec la 5G, c'est que là, c'est tranquille. Avec la 4G, il y a que j'exagère un peu, là, mais il y a que les téléphones puis les tablettes qui sont branchés là-dessus. Oui. Mais avec la 5G, là, c'est tous les objets connectés. Oui. Alors, t'imagines, toi, tu te retrouves dans le centre-ville, peu importe de la ville, dans le centre-ville, il y a toutes les voitures à côté de toi qui vont être connectées là-dessus. Il y a tous les équipements dans tous les bureaux à côté de toi qui sont branchés là-dessus. Ça a beau être 100 fois plus rapide que
la 4G, à un moment donné, si tout est branché là-dessus, Ouais. moi, en tout cas, on va voir, là. C'est sûr que c'est intéressant, mais ça va Ouais. prendre de bande passante parce que si on branche tout là-dessus, Ouais. ça fait beaucoup de volume. Ça va prendre beaucoup de tours. Déjà, je sais pas chez vous en Europe, mais déjà en Amérique du Nord, à Montréal, on peut remarquer, si on lève les yeux un peu, il y a des petites tours partout. C'est pas nécessairement très joli, là, au-dessus des immeubles. Donc, avec la 5G en réseau urbain, j'imagine que ça va prendre encore plus de tours, parce que je pense que, je suis pas un spécialiste là-dedans, mais la fréquence, la portée est moins longue, donc il faut plus de tours pour bien couvrir des endroits. Ce qui fait que ça sera pas nécessairement très beau non plus. Il y a... Et Benoît, sur Ouais. ce sujet-là des antennes, j'invite les gens qui visiteront Montréal cet été à regarder les tours des clochers. On va faire un clin d'œil Oui. avec Notre-Dame. Ouais. Mais il y a eu des ententes qui ont été faites avec les grandes compagnies de téléphone canadiennes. Et quand vous regardez dans les clochers, sont cachés, dissimulés des émetteurs, des antennes du réseau cellulaire. C'est assez fascinant. Quand vous arrêtez, vous mettez à regarder un clocher, ben souvent on voit que, il y a une pièce qui a été rajoutée, mais elle est la même couleur que du clocher. Puis vous regardez, c'est souvent sur les côtés ou un petit peu à l'intérieur. Et c'est, moi, quand je suis en bagnole ou même à pied, des fois, je marche et je vois un clocher, je regarde et le jeu, c'est de trouver où sont cachés les... Et il y a eu des ententes avec les églises de Montréal pour cacher ça. Je sais que c'est le cas pour Montréal, je ne sais pas ailleurs au pays. Alors, si vous passez, que vous allez faire un tour à Montréal cet été, vous regarderez, c'est assez amusant. Alors, pour répondre à Anne qui interagit, oui, effectivement, Séoul est un des premiers pays à être équipé, enfin Séoul, la capitale de la Corée du Sud, c'est équipé en 5G. On est quand même dans la patrie de Samsung, ceci explique peut-être cela. Et je ne sais pas, alors Cédric Ingrand dans le RDV Tech parlait aussi de ça. Il ne comprenait pas l'empressement des pays à dire « je suis le premier à mettre de la 5G, je suis le premier à proposer tout ça ». Ce n'est pas parce qu'on est le premier, pour reprendre ses propos, qu'on est le meilleur, ça c'est un fait. On est dans une technologie sur laquelle on n'a pas encore de recul parce qu'on n'est pas encore tous connectés là-dessus. Mais il y a ce phénomène, pour insister un petit peu sur ce qui se passe en Suisse, qui est quand même étrange, c'est les pieds au mur, très très virulents, de pas mal d'associations, de communes, de villes qui disent non, nous on n'en veut pas. Alors, est-ce que c'est parce que ça défigure le paysage, comme tu dis, Bruno, parce qu'on doit installer plus d'antennes, on peut en installer plus, des plus petites qui font relais? Est-ce que c'est pour des raisons de santé? Est-ce que c'est pour des questions de coût? Mais moi, je suis épaté de voir, alors ça c'est peut-être propre à mon pays, j'en sais rien, mais je suis épaté de voir ce mouvement qui est contre la 5G et qui est contre cette nouvelle technologie, cette hyperconnectivité, sous toutes ses formes. Je n'arrive pas à expliquer pourquoi tout d'un coup il y a autant de visibilité autour de ces mouvements de 5G, de contre 5G, voilà, pour les appeler comme ça. Ouais, je sais pas, puis je sais pas s'il y a des études qui déjà démontrent que c'est pire que la 4G au niveau de l'effet de la santé, j'ai aucune idée. Mais chose certaine, la 5G, si vous chattez sur Messenger, sur WhatsApp, n'importe quelle application, il y aura pas de différence là. C'est surtout sur des trucs à très haut débit où il y a moins de latence sur la 5G, où on aura vraiment... Donc j'imagine que la 5G va surtout être utile pour des gens qui sont à la maison, ça va remplacer la fibre ou quoi que ce soit. Donc on aura une espèce de connexion qui sera mobile, mais qui sera de très haute qualité. Donc, mais pour ce qui est des communications conventionnelles, plus traditionnelles, ça sera pas, on verra pas, on pourra pas dire waouh, ouais, mon message 5G sur Messenger est parti hyper rapidement. Ce qu'on te vend sur la 5G, et là j'attends de voir si les applications sur lesquelles on nous promet une véritable utilité, c'est la latence qui est quasiment inexistante. Tout à fait. Donc effectivement, la transmission de commandes pour aller et revenir, on parle beaucoup de médecine, de médecine assistée, on parle d'interactivité, peut-être le monde bancaire, j'en sais rien. Enfin voilà, il y a cet aspect-là qu'on nous vend pour dire, bon, ok, sur la 4G, il y a une latence de plusieurs millisecondes, et là, on est en dessous de la milliseconde, enfin, on est quasiment live. Quelles sont les applications qu'on aura besoin et l'utilité?
Ça, je sais pas. Il y a Anne Expected qui nous dit le point G n'a même pas encore été trouvé. Donc, ouais, c'est ça. Hein? La part des ondes qu'elle nous dit. Il y a aussi Nemesis qui nous dit c'est comme les éoliennes, en parlant des antennes, moins on les voit, plus on les apprécie. Ouais, effectivement, les éoliennes, c'est encore plus gros, effectivement. Ouais. Tout à fait. Et pour faire du chemin sur ce que Thierry disait en citant Cédric Ingrande, j'avoue que moi, le coup de la Corée du Sud, je comprends qu'ils aient voulu faire ça, et probablement les premiers, parce que, bon, c'est la terre de Samsung, c'est la terre de LG. Samsung se positionne comme étant le premier fabricant à faire de la 5G. Alors, c'était important pour eux. Mais d'ailleurs, au mois de décembre passé, ils avaient branché une bonne partie du pays. Là, officiellement, le mois dernier, ils ont branché tout le pays. Pour eux, je pense que c'est important de se positionner comme étant la terre du 5G, sachant que par la suite, ils vont démarcher à travers la planète pour vendre leur savoir-faire. C'est comme les Anglais disent un showcase, là, c'est un terrain de sable intéressant. Alors, mais traditionnellement, ils ont toujours fait ça en Corée du Sud. Ils ont toujours eu des connexions hyper rapides, même en connexion conventionnelle. Donc, là, et Hong Kong, c'est toujours impressionnant. Ouais. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu, mais il y a une mouvance, je ne sais pas, alors peut-être c'est les chaînes YouTube que je suis, mais je vois de plus en plus de YouTubeurs, de gens qui parlent de tech, qui parlent d'appareils, de technologie, qui sont tous en train de faire le constat, ouais, je vais commencer à laisser tomber iOS, je vais aller sur Android, je vais aller du côté de Samsung parce que les appareils offrent plus de choix, plus de possibilités. Est-ce que maintenant, parce que la 5G existe chez Samsung, ça fait un élément en plus, mais on voit une mouvance de geeks qui laissent tomber l'écosystème Apple pour aller sur quelque chose où il y a plus de choix, où il y aurait plus de choix. Voilà. Ben, mis à part le fait que quand tu es dans l'univers de iPhone, tu deviens un peu otage de l'écosystème qui a été mis en place par Apple. Moi, c'est vrai que je regarde appareil après appareil, ce qui est offert maintenant dans le haut de gamme, là, on s'entend, des appareils Android, c'est vraiment bluffant. Là. Le dernier Huawei 30P Pro, là, bon, voilà. J'en ai un, voilà. Mais c'est vraiment impressionnant, là, ce que tu as comme téléphone, comme appareil photo, comme caméra. Je regarde les photos qui se promènent de temps en temps sur les réseaux sociaux. À des kilomètres, ils arrivent à prendre une petite photo de quelque chose qui est très loin. On est ailleurs. Alors, mais il y a ceux qui sont pris dans l'écosystème d'iPhone parce que c'est facile à utiliser, c'est pas compliqué. Puis, bon, tout leur système est composé là-dessus depuis des années. Alors, pourquoi changer? C'est un peu encore l'élément qui retient les gens. Mais si vous êtes un peu aventurier, vous avez le goût de vraiment goûter à ce que la technologie vous offre aujourd'hui en 2019, ben, c'est sûr que Android, c'est drôlement intéressant. Les téléphones de LG aussi sont les Huawei, les Samsung sont ouais. Même le Pixel 3 de Google. Moi, j'en ai un. C'est intéressant. Là, ouais, le seul bémol, moi, que j'ai là-dessus, c'est que je pense que c'est assez récent, mais Apple a travaillé là-dessus l'an dernier avec l'histoire de la batterie, c'est que les appareils maintenant sont supportés quand même assez longtemps, parce que je crois il y a la iOS 12 est supporté par le 5 ou 5S, quelque chose comme ça. Alors que souvent, les appareils Samsung, Huawei, je sais pas, Google sont supportés 1 an ou 2. Puis après, il n'y a plus de mise à jour. Donc, il y a une obsolescence programmée quand même de ce côté aussi. Donc, c'est peut-être là où Apple va se démarquer, c'est justement en supportant ces appareils sur une plus longue durée que les fabricants d'appareils Android. Oui, mais j'ai l'impression que le marché va commencer à faire de la pression de ce côté-là. Ouais. Et un peu comme ils ont réussi à faire du côté d'Apple. À un moment donné, il y a eu comme la révolte en disant « Hey, ça suffit ». Puis là, cette semaine, on apprenait que l'iPad 2 sera plus... plus c'est drôle, hein? Le iPad 3 l'a plus été, puis maintenant, c'est l'iPad 2. Je n'ai pas compris pourquoi dans l'ordre. Il faut croire que l'iPad 2 était mieux fait, plus robuste que l'iPad 3. Ben, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le iPad 3 a une vie très, très courte. Il n'a pas fonctionné du tout. On a tout de suite sorti, quelques mois plus tard, l'iPad 4.
Oui, tout à fait. Donc, On disait que c'était une pâle copie du iPad 2, mais mal foutu. Oui, c'est ça, exactement. Donc, ça a été un produit raté, finalement, là, chez Apple. Hey, est-ce que tu me permets de terminer mon histoire Oui, sur la vas-y. semaine de la paix? Oui, c'est vrai, on n'a pas terminé la Le semaine de la deuxième paix. volet, parce que je parlais de 4 géants, c'est vraiment le GAFA qui se sert et qui s'étreint. C'est beau comme histoire. Alors là, dans la deuxième histoire d'amour de la semaine en technologie, c'est Google et Amazon qui décident de faire la paix. Si vous avez la chance ou la malchance d'avoir de leur appareil chez vous, autour de vous, du côté d'Amazon, c'est ou les bornes Echo, là je ne ferai pas la blague de dire d'appeler les assistants personnels, là, parce que ce matin, les gens ne nous aimeront pas. Mais donc, si vous avez des bornes Echo, vous ne pouviez pas consulter les produits, le produit phare, par exemple, de YouTube. Sur les produits d'Amazon, c'était impossible. Google barrait la porte et lorsqu'il reconnaissait la requête qui venait d'un des appareils d'Amazon, pouf, ça ne marchait pas. Et à l'inverse, les produits d'Amazon ne fonctionnaient pas sur les produits de Google. Mais ce n'est plus le cas. Puis là, je ne sais pas qui a ouvert la fenêtre et les gens ont vu la lumière, mais ils ont fait la paix. Et donc, à partir de maintenant, vous pouvez faire le test, ça fonctionne. Il est possible de voir de part et d'autre les produits des autres. Et j'en reviens pas, hein, parce que ça fait des années maintenant que c'était comme ça. Puis je me disais, est-ce qu'on pense à l'utilisateur? Mais non. Et puis, qu'est-ce que ça enlève à l'autre? Mais non, ils se boudaient l'un et l'autre. Alors là, maintenant, Amazon et Google ont fait la paix. Alors, si vous avez un appareil d'un ou de l'autre, vous pouvez consulter les services de l'un ou de l'autre. Ça veut dire quoi? Qu'on peut, par exemple, parce que moi, alors c'est une question super intéressante, hein, puisque je suis Google Home, avec plein de devices, la lumière, le chauffage, le multimédia. Ça veut dire que tous ces appareils pourrais, au travers de mon compte Google, également communiquer avec Alexa pour ainsi avoir la main là-dessus? Là, on est dans le service audiovisuel, mais ultimement, on peut penser que ça sera intercompatible. Parce qu'en fait, la force de Google, il faut le reconnaître, c'est la liste incroyable de devices qui sont compatibles avec eux. C'est un des choix, une des raisons qui m'a fait choisir Google. Quand je vois la liste de tout ce qu'on peut télécommander avec la Google Home, c'est juste incroyable. C'est très fort. Très fort. Il demeure que je pense que c'est l'Echo d'Amazon qui est la plus, je dirais, qui en fait, avec laquelle on peut contrôler le plus d'appareils, sauf que Google Home, au niveau de la reconnaissance vocale et des informations qu'elle peut nous pousser, et c'est beaucoup plus intéressant que ce que l'Echo peut faire. Ça commence à changer. Moi, j'ai les deux là, dans mon bureau, et puis je trouve ça fascinant. Depuis qu'ils ont ils ont vraiment adapté le Alexa au marché canadien-français, pour ne pas dire le marché québécois, il est pas mal plus performant. Oui, c'est vrai. Mais il y a moins de retours au niveau, par exemple, tu poses des questions, il y a quand même plus de possibilités de réponse sur toutes des questions diverses chez Google. Puis je sais pas, moi aussi j'ai un Amazon Echo, mais je l'utilise presque plus. Je sais pas si aussi il y a cette fonctionnalité-là où tu demandes par exemple, qui est Barack Obama, donc ancien président tatata. Tu mentionnes par la suite quel âge a-t-il? Et on va te donner son âge, donc sans répéter qui est, machin. Donc, ça c'est quand même assez fort. Oui, c'est la fonction des deux questions, là, ou des questions subséquentes. Oui, puis il y a une fonctionnalité inutile, mais qui est vraiment bluffante sur Google Home. Il peut nous servir de traducteur. Est-ce que vous avez essayé ça? Ouais. Ça, c'est génial. C'est pas si inutile de pouvoir continuer la phrase. D'ailleurs, Google a corrigé le tir. Maintenant, on peut demander... OK, machin truc, éteins-moi la lumière de la cuisine et celle du salon. Voilà, oui. Avant, il fallait faire 2 commandes et le fait de réunir tout ça, c'est quand même pratique si on peut faire des combos. Ouais, voilà, exactement. Mais on peut aussi faire des sous-groupes. Hein? Si vous dites, en tout cas, OK, machin, j'aime bien ton appellation, Thierry. OK, machin, c'est le temps de faire dodo.
Alors, c'est l'heure d'aller coucher les enfants. Ben là, routines, ils vont baisser la lumière dans la chambre des enfants, ils vont partir la petite musique, le petit décor va commencer à tourner. C'est vraiment bien foutu. Et là, c'est pratique. Ouais. Alors, il faudrait pas que je fasse ça à mes enfants, moi, parce que à l'âge qu'ils ont, ils seraient pas très contents. Ah oui, c'est ça, genre, OK, machin, ferme l'Internet. Je voudrais répondre je sais, puis je sais que Thierry, on avait fait le truc ensemble. Je voudrais répondre à Jean-François qui commande depuis tout à l'heure. Il veut s'acheter une Apple Watch et il demande est-ce que je devrais en acheter une. Moi, j'ai longtemps été, disons, froid, mais j'ai cédé. Montre-nous ton poignet. Ah ouais, j'ai cédé merci. aux sirènes, donc j'avais une Pebble. J'ai eu une Pebble pendant, je sais pas, 2 ou 3 ans. Je te dirais, Jean-François, si tu fais du sport, oui, c'est vraiment bien. Puis, Si tu as un cœur, c'est vraiment bien. si tu as un cœur, oui, c'est ça. Et un portefeuille. Oui, surtout, je pense. Donc, mais je pense que Jean-François est comme moi un peu, il a sa propre entreprise, donc il peut quand même disons, on fait c'est un test pour l'entreprise. Il est en train d'arriver à l'Apple Store, d'après les propos. J'arrive à l'Apple Store. Tu l'as géolocalisé, c'est bon. Voilà. Donc, Non, mais je dois dire qu'elle est beaucoup mieux que la 3. de- Juste un petit retour ouais? rapide, là, beaucoup mieux que la 3. J'ai eu la 3 pendant quelques temps et c'est bien, mais surtout pour des yeux vieillissants, la 4 étant ayant un écran plus gros. C'est pas un écran OLED? Pardon? C'est pas un écran OLED? Ouais, mais La carte? ouais, mais c'est la dimension de l'écran qui est un peu plus grosse. Ça fait OK, une grosse oui, il y a différence. les deux formats, là. Ouais. Ouais, donc sur la 44 mm, ça fait quand même une bonne différence par rapport à la... Bien que c'est pas grand-chose, là, mais ça fait une bonne différence par rapport à la 42. Donc, Côté... toi, tu as pris le format papy? Format papier, exactement. OK. Ouais. 2 raisons, c'est que je la porte la nuit, c'est ce qui me sert de réveil le matin, parce que ça réveille pas ma femme, ça fait un petit toc, puis ça réveille sans bruit, donc je réveille pas personne avec une radio ou quoi que ce soit. Mais sinon, pour la rapidité, moi, je n'ai pas trouvé que c'est super plus rapide que la 3. Je fais surtout du sport avec ça, démarrer les exercices... c'est pareil, c'est blanc, bonnet blanc, mais sur d'autres applications, effectivement, ça peut être un peu plus rapide. Est-ce que tu sens que tu es moins essoufflé à la fin? Non, malheureusement. En fait, si vous faites beaucoup de sport, J'adore les questions de Bruno. le seul truc que je dirais pour le sport, c'est que si vous faites beaucoup de sport, en fait, le capteur cardiaque, c'est moins efficace un capteur cardiaque au poignet qu'au cothorax, évidemment. Okay. Donc, c'est plus rapide au niveau de... Benoît, en étant totalement honnête, puisqu'en plus tu l'utilises la nuit, ce qui est bien, ça analyse ton sommeil et ça te permet le réveil, est-ce que tu es content de l'autonomie? Parce que c'est quand même, moi, le truc qui me retient toujours. Ouais. Surtout si tu l'utilises la nuit, parce que la nuit, la plupart des gens le lèvent. Ah ouais, puis tu la charges à quel moment? Le matin. Ah oui? Ouais, donc je la charge, je sais pas, pendant que je prends mon petit déjeuner puis que ma douche, donc ça suffit. Donc tu prends une longue douche. Ouais, exactement. Non, mais ça fait environ 1 journée et demie d'autonomie, ouais. Ce qui est pas, ça n'a rien à voir avec la Pebble, mais c'est un peu comme le téléphone. Donc je m'y suis fait, puis c'est comme ça. Akivar qui dit bonnet blanc, blanc bonnet. Je sais pas si en France vous utilisez ou en Suisse vous utilisez cette expression. Oui, on l'utilise. Ouais, okay. Aussi, Mais je suis curieux, est-ce qu'il y en a un de vous deux, puis peut-être même dans la chambre de discussion, là, et s'il y a quelqu'un qui se souvient de la smartwatch de Microsoft? C'était sorti au début des années 2000. Ah oui, mais ils en ont sorti une aussi il y a 3 ou 4 ans, là. Ouais, mais là, c'était vraiment... Celle-là, elle fonctionnait au début des années 2000. Là, ça fonctionnait. Je l'avais acheté. J'avais été... Ça se vendait pas au Canada. C'était une semaine où j'avais été au CES de Las Vegas. Je l'avais acheté. J'étais tellement fier. Et l'information était relayée par les ondes radio. Ah, ouais. Alors, pour la petite histoire, s'il y a des gens qui connaissent les radios au Québec, c'était une sous-porteuse de chaume à Montréal
qui avait été loué par Microsoft et qui, pour les Montréalais, envoyait l'information. Et donc, vous pouviez avoir les manchettes, la météo, l'info, le sport, l'horoscope, évidemment, l'incontournable, oui. et puis les cotes de bourse. Alors, vous alliez sélectionner en ligne l'information. On était déjà multiplateforme. Hein? On allait sélectionner en ligne les informations qui nous intéressaient. Et puis après, Microsoft faisait un relais entre notre choix et l'information qui était poussée, du push, qui était poussée vers notre montre. Et malheureusement, bon, ça n'a pas fonctionné pour eux, mais ça a vraiment été la première montre intelligente. Et ça donnait l'heure aussi. Ah, c'est drôle, ça. Wow. Mais sinon, pour Thierry, pendant qu'on parle de montres intelligentes ou de montres différentes, est-ce que tu te souviens, Thierry, de la Beat de Swatch? Oui. Et en fait, nous, on a connu une montre intelligente sans écran qui était aussi sur les ondes radio. Il y avait une Swatch qui était, en fait, si tu veux, la transposition du pager. Alors, je ne sais pas le terme en français adéquat. La pagette. La pagette. Petit boîtier, voilà. Swatch avait surfé sur cette vague. Alors, elle était un peu plus grande que les autres. Il y avait un abonnement qui coûtait pas très cher à l'époque, parce qu'on parlait que de 5 francs, je crois, 5 francs suisses. Et en fait, tu recevais des messages sous la forme de numéros. Et c'était les aiguilles. Mais c'était du texte que tu recevais? Non, il n'y avait pas de texte. C'était les aiguilles. OK, c'était que le numéro de téléphone. Voilà. C'était des numéros de téléphone affichés par les aiguilles. Elle avait une monstre autonomie. Donc elle était. Mais ça, c'est quand tu étais jeune et que tu vendais de la drogue. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça. Parce que ici, c'était toujours l'image qu'on donnait. Hein. Les seuls qui ont gardé les pagettes ou les téléavertisseurs, c'était le vrai nom, c'était les pushers, les vendeurs de drogue. Ouais, ou les médecins. Les numéros de téléphone et qui reconnaissaient leurs clients pour aller faire de la livraison. Je ne connaissais pas. Non, nous, j'ai eu, quand j'étais il y a très longtemps employé d'une société, j'ai eu un pager ou une pagette qui servait à faire le relais pour quand on devait rappeler quelqu'un. Mais là, tu avais réussi à ce moment-là. Voilà. Dans l'entreprise. C'était une sorte. Ouais, alors c'était drôle parce que déjà à l'époque, les gens se moquaient de moi parce que j'avais un fil à la patte, j'avais ce truc qui pouvait sonner à n'importe quel moment. C'est drôle parce que maintenant on l'a tous volontairement et ça s'appelle un smartphone. Oui, alors, mais parlons de Suisse. Moi, je viens de donner le tuyau à juste avant que tu parles de ça, Thierry, il y a Unexpected qui nous dit: moi, j'ai connu l'horloge parlante. Donc, ça, j'imagine qu'on appelait l'horloge parlante, oui. C'est ça. Hein, oui, c'est vrai. Oui. Oui, c'est vrai. On appelait l'horloge parlante, exactement. Alors, Anne, j'ai aussi. Mais c'est le Minitel qui l'a tué, ça, c'est autre chose. Mais quand on parle de Suisse et de montres, et là, je ne vais pas parler de Tag Heuer avec l'opération de Jean-Marc Biver qui s'était associé avec Google pour aller justement sur la montre connectée trop tardivement à mon goût. Il y a les petits Suisses de MyChronos qui sont, comme tu le sais, Bruno, chaque année au CES. L'avant-dernière année où on s'est croisés, enfin la dernière année, c'était il y a 2 ans où on s'est croisés, on n'était pas loin de leur stand. Ce sont des montres connectées avec du design suisse. Alors, c'est pas fabriqué en Suisse, c'est pas du Swiss made, mais on a des montres connectées qui ont des très belles autonomies en matière de durée de batterie. En fait, là, on arrive à tenir 1 semaine. Et ils ont sorti la The Time, qui est à la fois une montre analogique et digitale, avec un très bel écran rond. Les aiguilles se mettent d'ailleurs à 3h15 pour laisser la place au texte qu'il y a dessous, qui s'affiche. Et je dois reconnaître qu'elle est bien fichue, elle est imposante, elle est solide, elle est lourde, et elle coûte 3 fois rien. On parle de moins de $200. C'est vraiment le côté bluffant de cette marque qui a su, avec du fabricant chinois, faire quelque chose de très très abordable. Et leur gamme est incroyablement vaste. Il y a vraiment plein de modèles, plein de tailles, plein de fonctionnalités à des prix vraiment très, très intéressants. Et ce n'est pas parce que ce sont des Suisses que je vous parle de ça, c'est parce qu'en fait, comme Benoît, j'ai aussi été fan de Peeble, j'en ai 2 d'ailleurs. Et un truc, moi, qui m'avait plu dans ces montres, c'était l'autonomie, quoi. C'était 1 semaine de charge non-stop, quoi. Enfin, c'était vraiment... Thierry, pendant que tu parles de The Time, parce que moi, je l'ai découvert pendant que tu en parlais dans ton émission le lundi. Et d'ailleurs, j'invite les gens à aller l'écouter. Je ne me souviens plus c'est quoi la date, mais en faisant une recherche, on peut probablement tomber là-dessus. Mais je te rappelle que tu as dit qu'un jour, tu en ferais tirer une à ton émission. Hein? Oui. OK. Moi, j'attends pour participer. D'accord.
la pression monte d'un cran. Ouais. Ouais, t'as beau dire que c'est pas du chauvinisme, mais quand même un peu, là, parce que c'est suisse, non? Oui, mais c'est suisse pour le design, ils sont installés à Genève, mais tout est fabriqué en Chine, ils Ah sont ouais. à l'aise avec Ben, ça. c'est comme Apple, hein, c'est désigné en Et ce qui me plaît Californie. dans leur marque, ouais, ce qui me plaît dans leur marque, c'est l'histoire de la gamme. Si vous allez faire un tour sur leur site, c'est incroyable le nombre de modèles. Il y a des choses très petites, très féminines, très sportives. Il y a vraiment pléthore de modèles. Puis on ne les voit pas. Ben oui, ils ne sont pas la même force de frappe que Apple ou les autres. Mais c'est un bel acteur, ouais, une belle success story. Et ils ont d'ailleurs racheté une marque de device, de haut-parleurs connectés, tellement ça marche bien pour eux. Ah. Donc, bientôt, le haut-parleur connecté sur le poignet, c'est ça? Exactement. Peut-être. Et de chaque côté pour que ça soit en stéréo, c'est bon. Voilà, Messieurs, il nous reste peu de temps. Je voudrais qu'on parle de Facebook à nouveau avec ce qui s'est passé sur Instagram. En fait, il y a 2 sujets sur Instagram. Le premier, c'est Facebook avait annoncé la semaine dernière qu'il y avait eu quelques milliers de personnes, quelques dizaines de milliers de personnes qui avaient été affectées par un problème où les mots de passe avaient été étaient en clair sur les serveurs. Et cette semaine, on a corrigé un peu le tir en disant non, il ne s'agissait pas de quelques dizaines de milliers, mais de quelques millions de personnes. Alors, je ne sais pas si Facebook, d'après vous, est-ce qu'on voulait minimiser la portée de la nouvelle ou si vraiment ils ont découvert ça en comptant un par un le nombre de personnes qui ont été affectées? Ah, je pense qu'ils ont minimisé, hein, c'est pas. Mais voyant qu'il y avait l'histoire de Notre-Dame de Paris, ils se sont dit, on peut lancer la précision. Les gens n'en parleront pas. D'ailleurs, moi, cette nouvelle-là, je l'avais vue. Je l'ai vue, mais que plus tard, en revenant dans mon actualité de la semaine pour préparer mon carnet. Mais c'est semaine après semaine. Ouais. Moi, d'ailleurs, c'est la blague. Hein, quand je commence ma revue de l'actualité sur mon carnet, oui. C'est bon, la nouvelle de la semaine. Et même cette semaine, j'ai commencé en disant, et je parle rarement en anglais sur mon carnet, mais je leur ai dit, je le répète encore ce matin, hein, come on Facebook. Ça n'a pas de bon sens. Là, moi, l'histoire que j'avais trouvée qui est affreuse, c'est l'histoire où il y a 1,5 million de nouveaux membres de Facebook qui, à partir de mai 2016, se sont vus aspirer leur carnet de contacts sans leur permission par Facebook. Alors, il y a eu un problème, les Anglais diraient un glitch, qui a fait que, pouf, ils sont partis avec le carnet d'adresse. Voyons donc, 1,5 million d'utilisateurs. Et puis là, les gens qui sont concernés vont être avisés. Facebook s'est excusé, mais c'est tellement ridicule. Puis de l'autre côté, ce qu'on a découvert cette semaine, c'est que malgré son visage angélique, Mark Zuckerberg, pendant des années, c'est NBC qui a mis l'information, le réseau américain, qui a mis l'information sur des notes interne des procès-verbaux, ils se rendent compte que pendant des années, Mark Zuckerberg voulait contacter une centaine d'entreprises qui travaillent de près ou de loin avec Facebook pour leur vendre les données sur leurs utilisateurs, sur les centaines de millions d'utilisateurs qu'ils avaient, alors que Mark Zuckerberg, quand il est devant le Sénat, quand il est en entrevue, ou même quand il est devant son personnel, a toujours dit non, les données, on les respecte, on fait attention, on les garde. Puis là, on vient d'apprendre que c'est lui qui ramenait la question sur la table. Il faut essayer de vendre nos données, il faut évaluer c'est quoi la portée, la valeur de ces données-là, puis après, on essaiera de les vendre. Je ne sais plus quoi penser. C'est affreux, l'histoire. C'est tellement gros que ça passe, c'est tellement gros. Et moi, je vous pose la question, peut-être toi, tu as une vision très précise, Bruno. Une boîte comme Facebook, est-ce qu'il y a encore un seul homme qui décide? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce que c'est parce qu'il y en a plusieurs que c'est gros bordel? Est-ce que c'est la décision d'un seul gars, puis de toute façon, un peu à l'image de l'époque de sa carte de visite, I'm the CEO bitch, le fameux gag de sa carte de visite, et c'est à l'image de son attitude. Est-ce que c'est ça qui fait que de tout compte fait, il s'en fout et puis il y va et puis il balance ça Ouais, moi je pense que c'est une personne qui manque en fait de sensibilité, j'imagine, parce que à chaque fois il semble tomber des nues puis pas trop savoir de quoi on parle. Je pense que c'est une personne qui est pas sensible à tout ça, et c'est pas juste que sur cette question-là, c'est à peu près sur tout là. C'est tous les sujets. Il a l'air de oui, je savais pas.
J'avais aucune idée que ma plateforme pouvait faire ça. L'histoire de Cambridge Analytica, c'est comme oh, de pas connaître la de faire semblant de pas connaître la puissance. Puis Sherburn, c'est à peu près la même chose aussi. Elle aussi, c'est à chaque fois ben non. Et on tente de. Puis il y a des histoires qui ont été publiés par Washington Post, New York Times et d'autres qui mentionnent que, dans les réunions internes, c'était... en fait, on veut masquer tout ça, on cherche à masquer, à faire taire tout ça. Hein. Donc, ouais, c'est ça, tu as tout à fait raison, Thierry, il y a un nez qui s'allonge en quelque part. Puis on est pris, parce que... Pardon, Thierry, vas-y. Il y a Anne qui a une belle définition. On a dépassé le stade de la sidération avec eux. Oui, tout à fait, exactement. Mais finalement, on se rend compte qu'il y a peut-être un président américain puis un CEO d'une grande plateforme internationale qui se ressemblent. Ils sont aussi... Ils ont une flexibilité avec la vérité qui est assez formidable. Ouais, juste pas la même couleur de cheveux, c'est tout. Tout à fait. On commence pas, Thierry, s'il te plaît. Ouais. Et les deux... Et je dois dire que les deux ont pas mal de pouvoir. Là. Les gens de Facebook ont quand même pas mal de pouvoir. Donc, beaucoup plus peut-être qu'ils ne le pensaient au départ, mais c'est vraiment une plateforme très, très, très puissante. On est loin de sa plateforme de collège, d'université, pardon. Ouais. Puis, c'est vrai qu'on est mal barré parce que... Toujours Anne qui a une bonne question. Alors, pourquoi on continue à accepter ça? Parce que tout le monde l'utilise. C'est le réseau le plus simple pour rejoindre tout le monde. Donc, quand les grands-parents sont là-dessus, c'est difficile de faire changer les gens de plateforme. C'est la force du nombre, je pense, qui fait que... Tout à fait. Non, c'est un incontournable. On est pris avec. Tout à fait. Donc, je pense qu'il y a une des meilleures façons, c'est d'essayer de dompter la bête. Là. Il n'y a pas d'autre solution, à court terme du moins. Là. Parce que les gens n'iront pas sur Telegram ou je ne sais pas trop quoi. De toute façon, si vous allez sur WhatsApp ou Instagram, c'est pareil. Donc, c'est la même maison. Et puis d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plusieurs pannes. Dimanche dernier, qu'il y a eu une panne sur Facebook. Ouais. Donc, et mon impression, c'est que, il y a environ 1 mois et demi, 2 mois, on a annoncé qu'il allait avoir une uniformisation des 3 plateformes, Instagram, WhatsApp et Facebook. Et donc, j'ai l'impression que ce sont des soucis qu'on a au niveau fusion de ces 3 plateformes qui, a priori, vont servir surtout aux annonceurs. Mais c'est quand même fascinant. Quand tu dis qu'il y a des pannes comme ça, imagine s'ils devaient faire des avis de service en disant entre telle heure et telle heure, mes 2 milliards d'utilisateurs, le service sera coupé. Ouais. C'est comme impensable. Bien, évidemment, heureusement, ils ont des miroirs et des miroirs de serveurs à travers le monde, mais c'est quand même c'est gigantesque comme réseau. Hein. Il y a Guillaume qui nous dit « Migrer tous vers Signal ». Oui, c'est une excellente idée, puis c'est vrai que c'est probablement beaucoup mieux. Il faut que tu l'aies jusqu'à la fin, Guillaume, et sur Twitter. Et sur Twitter aussi. Oui, tout à fait, absolument. Signal est quand même probablement beaucoup mieux sécurisé. D'ailleurs, il y a des conversations éphémères dans Messenger, mais c'est compliqué, on ne les utilise pas. Et c'est ça, je pense, un des gros problèmes, c'est la facilité d'accès de Facebook et sa facilité d'utilisation. On n'a pas... puis, il y a un truc où ça ne semble pas très bien fonctionner, c'est sur... comment ça s'appelle, le Facebook pour entreprise? J'ai oublié le nom, je l'ai testé. Workspace. Workplace. L'idée est excellente, mais je ne sais pas si les entreprises veulent déléguer l'ensemble de leur communication à Facebook. Ils sont en train de pousser un maximum... De la pub et c'est vrai, il y a beaucoup de publicité. Hein? Ouais, moi depuis un mois, là, très souvent les alertes aussi, puisque j'utilise beaucoup Facebook à titre professionnel. Et je reçois très souvent l'invitation de Facebook à se mettre sur du Workspace. C'est vrai que c'est très fréquent, de plus en plus. Pour une entreprise, si on oublie les problèmes de Facebook, ça peut être hyper avantageux, dans le sens où tout le monde sait comment ça fonctionne. Il n'y a pas de formation à donner, rien. On saisit, on prend en main, la prise en main, en fait, est hyper rapide. Donc, tout le monde sait comment l'utiliser. Donc, il y a un avantage très fort, mais en revanche, il peut y avoir un désavantage à terme. C'est un choix stratégique pour une entreprise. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des sujets. Moi, on arrive à l'heure, d'ailleurs. Il est presque 7 heures. Ça a été, passé vite. Hein? Ouais, ça a été super génial. Où est-ce qu'on peut vous rejoindre?
au cours de la semaine, vous deux, Bruno, je pense que tu as un podcast, hein? Il me semble que j'ai entendu parler de Il y ça. a quelque chose qui m'occupe à l'occasion. Moncarnet.com, c'est où on retrouve à la fois le podcast et le blog. Et tout est dit. Moncarnet.com. Allez écouter. Je vous invite. Ouais, puis on peut le retrouver sur iTunes, sur... Oui, il est sur partout, toutes les Sur plateformes. iTunes, sur Spotify, sur Google Podcast, il est partout. Vous n'avez plus de raison de ne pas vous abonner à son podcast. C'est gratuit, Déjà. non? C'est pas gratuit? Ah ben oui, c'est gratuit. C'est gratuit. Voilà. Thierry? Moi, c'est tout simplement thierryweber.com et on se retrouve le lundi soir à 20h30. Comme ça a été le cas avec le précédent numéro, on va à la rencontre d'entrepreneurs. On sort un petit peu du studio. Alors, comme c'est un lundi de Pâques, ça va être difficile d'aller à la rencontre de l'entrepreneur suivant que j'ai envie de vous faire découvrir. Et donc, Pas un curé que tu voudrais nous présenter? on va aller à la rencontre d'une start-up suisse qui est dans le médical avec un appareil qui a une particularité incroyable. C'est en fait, je fais un peu de teasing, hein. C'est un appareil un petit peu tout-terrain qui est dédié à, on va dire, à des marchés émergents, et tout ça a été fait pas loin d'ici, pas loin de l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Et c'est un bien beau projet qui a su susciter de l'intérêt, des fonds, etc. Mais lundi soir, comme voilà, c'est Pâques, on va parler des œufs de Pâques qu'on trouve Oui, c'est cool, les ça. logiciels, voilà, dans les sites internet. Ah ouais, c'est une très bonne idée. Voilà, exactement. Très bonne Ça, idée. C'est des choses cachées. Ouais. C'est comme dans le nouvel Oculus où c'est écrit Big Brother's watching you. Là. Ah non, mais c'est Exactement. vraiment là, ils sont excusés de Ah oui? d'avoir imprimé. Là. Ouais. Pour vrai, ils ont Un fait ça petit pour vrai? secret. Oui, Ah oui. parce que c'était sur le démo qu'ils ont utilisé, puis quand c'est parti en production, Ils l'ont pas enlevé. ils l'ont pas enlevé. Alors, ils se sont excusés publiquement, j'imagine. Ah oui, ça c'est bon, ça. Mais si on peut faire du teasing, moi, je veux juste dire, dans mon carnet, deux sujets intéressants. La nouvelle plateforme Cybelle. Ou Sibyl, c'est une plateforme de podcast de fiction. Alors, on parle avec la fondatrice de la plateforme. Puis il y a aussi, si ça vous intéresse, Airbus, on parle de UX avec un des spécialistes UX de Airbus. C'est assez intéressant de voir dans le monde de l'avionique comment ça se passe. Là. OK. C'est dans moncarnet.com. Quelqu'un d'Airbus à Montréal ou à Toulouse? Non, à Toulouse. OK. On y va. Hein. Pas les petits avions, les gros avions. Des gros avions, des gros avions. Et puis Benoît, alors on te trouve où? Ouais, on te trouve on où, me toi? retrouve ici samedi prochain. Tu hibernes pendant la semaine. En fait, je suis en train de me repositionner pour redémarrer mon blog. Ouais, donc c'est un scoop, ça. Oui, c'est un scoop, c'est ça. Donc, je m'ennuie terriblement. Donc, je suis en train de réaménager mon horaire pour pouvoir redémarrer mon blog et j'ai des projets de podcast aussi. Donc, ben là. Excellent. Ouais. Mais je ne serai pas à la même heure que toi, donc. Okay. Mais est-ce qu'on va en entendre parler bientôt dans mon carnet? Ah ben si tu veux, mais il faut que je planche sur le projet avant de t'en parler, mais oui, je te laisse plancher, mais après, moi, je t'invite sur mon carnet parce que je veux que tu en parles. Parce que Benoît, ça a quand même été un des blogueurs techno, un des premiers, hein? Oui. Puis, et des deux côtés de l'Atlantique. Moi, j'ai toujours trouvé ça fascinant. Ouais. Si je me trompe pas, Benoît, ça a été très porteur pour toi, pour ta visibilité, pour ton business, parce que tu parlais de pas mal de sujets qui montraient tes compétences et j'ai l'impression que c'est le cas pour tous ceux qui tiennent le rythme, qu'à la longue, ça parle pour soi et puis ça permet, pourquoi pas, de déboucher sur des affaires. Puis c'est la même chose pour Bruno avec ton podcast, tout ça, donc ou toi Thierry. Donc je pense que en fait, c'est quelqu'un qui s'y met, c'est pas facile, mais ça demande beaucoup de travail, vous le savez, mais on peut développer son branding à travers son propre branding finalement à travers ces outils-là, lorsqu'on les utilise correctement, puis de façon, je dirais, efficace, en ce sens où on connaît un peu comment distribuer les contenus. Moi, ça a toujours été
disons, mon intérêt, c'est comment on distribue ces contenus-là. Donc, la distribution des contenus et... La découvrabilité. Ouais, la découvrabilité, là, ben, c'est un peu comme, je fais souvent le parallèle avec des clients ou avec des gens qui veulent démarrer. Ben, en fait, les gens qui sont un peu plus vieux, c'est le même principe que un journal comme Le Monde ou La Presse ou peu importe, qui imprime son papier, ben, si ça reste dans le truc, il n'y a personne qui va le lire. Donc, il y a un réseau de distribution avec des petits camions puis de petites mains qui doivent distribuer. Donc, on a le même principe de façon moderne maintenant où on doit distribuer son contenu. Puis, bon, ben Bruno, tu le connais très bien avec la distribution via différents systèmes de ton podcast pour qu'il y ait une portée, la portée la plus grande possible. Donc, je pense que on est vraiment au niveau, je pense que tous ceux qui sont sur le web connaissent ça, ou du moins travaillent là-dessus, c'est justement la découvrabilité, ou en tout cas la visibilité des contenus, puis d'augmenter sa portée. Le nerf de la guerre. Ouais, d'ailleurs, on pourrait faire un truc éventuellement là-dessus, c'est super intéressant, c'est un sujet sans fin. Ben, messieurs, c'était super intéressant. J'espère que si vous voulez vous rejoindre à nous n'importe quand, c'est super bien. Et moi, ça m'a fait plaisir d'avoir quelqu'un qui se lève aussitôt que moi. Merci Benoît d'avoir un peu de compassion. Là, je parlais de toi, Thierry. Je parlais de toi. Hein. La personne qui se lève aussitôt que moi, je parlais de toi et non pas de Bruno. Ah oui, non, je sais. Non, parce que se lever à midi en Suisse, oui. il faut le faire un samedi. Là. Ben, c'est un peu comme Damien. Damien Douany, lorsqu'on débute, avant qu'on aille en ondes, je viens de me réveiller, c'est difficile. Donc, alors, du coup, je vais vous souhaiter un très bon début de journée. Oui, puis bon week-end de Pâques. Puis reposez-vous bien. Ouais. Merci à tous ceux qui étaient dans la room. Anne, Sophie, j'ai vu Martin Lessard, Bruno qui était là. Il y a Christian, Jean-François, évidemment, qui s'en va acheter sa montre. Kivar. Donc, j'en oublie, Guillaume qui était là, merci à vous tous. Michel Huberti qui s'est joint à nous à la fin. Merci d'avoir été là et on vous donne rendez-vous mardi prochain, qu'est-ce que je dis là? Samedi prochain pour le rendez-vous du samedi, donc à 6h heure de Montréal, midi heure de Paris. Allez, au revoir. Allez, salut. Toute belle journée à tous.